Monsieur le Président, permettez-moi de vous remercier. Vous remercier de cette invitation dans votre association. Je crois que la dernière fois que je suis passé dans vos locaux, c'était au mois de décembre 2013, pour une conférence aussi sur l'énergétisme. Alors sachez que c'est pour moi un honneur, d'autant plus que cette conférence est réservée uniquement aux membres. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de la patience dont vous ferez preuve encore une fois en écoutant les arguments que je vais vous exposer. Auparavant, permettez-moi une petite anecdote assez étrange. Il y a exactement une semaine, j'étais convié par une association représentant un groupe de psychopraticiens pour présenter une conférence sur le sujet des émotions et de leur relation avec l'énergie vitale et leur place dans les thérapies dites brèves TCCEB. Lors de cette soirée, s'est installée une atmosphère qui ne convenait pas à un exposé analytique, raisonné et argumenté logiquement. Et donc, j'ai fait toute autre chose d'une manière adaptative. Ce qui est étonnant, c'est que le vénérable de votre loge, de lundi suivant, me demande si je pouvais plancher sur le même sujet afin de l'exposer ce vendredi, exactement une semaine plus tard et à quelque chose près, pratiquement à la même heure. Faut-il croire que ce genre d'exposé n'est pas adapté à certaines oreilles? Ne dit-on pas, chez vous notamment, que lorsque l'oreille de l'élève est prête, les lèvres de l'enseignement s'ouvrent. Comprendre les émotions et leurs sources. Pour travailler avec les émotions, il est important de comprendre les raisons pour lesquelles elles existent et à quoi elles servent. Alors voici 4 émotions primaires retenues par l'ensemble des personnes expertes en la matière. Les 4 premières émotions sont la peur, la colère, la tristesse et la joie, auxquelles nous ajouterons 4 émotions secondaires qui sont la surprise, le dégoût, la confiance et l'enthousiasme. Certaines émotions primaires associées à des émotions secondaires qui se complètent, les dyades que vous connaissez bien, activent des sentiments particuliers ou d'autres émotions secondaires. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les sentiments sont différents des émotions. Voici un exemple. J'ai le sentiment d'être un humain et cela me remplit de joie. Donc, nous avons le sentiment d'être humain et cela soulève une émotion de joie. Voici à présent les sentiments et sensations qui résultent des dyades émotionnelles. Si nous associons des émotions primaires avec des émotions secondaires, nous obtiendrons des sensations ou des émotions secondaires. Un exemple, la joie et la confiance génèrent de l'amour et de la générosité. Sentiment d'amour, sentiment de générosité. La peur et la confiance génèrent un sentiment de dépendance, un sentiment de contrainte. Alors que la joie et la surprise vont générer un contentement, un sentiment de contentement et d'euphorie. L'euphorie est un sentiment assez particulier qui peut être aussi associé à un sentiment de joie. L'humain est essentiellement émotionnel. Toutes les pensées qu'il active, toutes les situations qu'il rencontre génèrent implicitement des émotions. Elles peuvent être douloureuses dans le cas de peur, de colère ou de tristesse, et elles peuvent être agréables dans les autres cas, la joie, la confiance et l'enthousiasme. Et vous remarquerez que je ne parle pas d'émotions négatives ou positives. Je vous parle d'émotions douloureuses ou agréables. L'émotion, c'est avant tout un système d'alarme qui me renseigne sur mon état intérieur. Alors, ces émotions se déclinent par plusieurs noms. Exemple, pour la colère, nous aurons l'agacement,
l'emportement, l'énervement, l'exaspération, la furie, l'impatience, la rage, etc. Et pour la joie, nous aurons l'allégresse, la béatitude, le bonheur, l'égaiement, l'enthousiasme, l'iralité, la gaieté, l'ivresse, la jubilation, le plaisir, le ravissement, et on pourrait ainsi énumérer tout un panel de noms. Tout dépend de l'intensité avec laquelle la personne ressent et manifeste l'émotion. Alors à présent, voyons sur quelle base se fondent les émotions. Monsieur Abraham Harold Maslow, avril 1908, juin 1970. Éminent psychologue, considéré comme étant le père de la psychologie humaniste. Ce monsieur a mis au point la pyramide des besoins fondamentaux chez les êtres humains. C'est ainsi qu'apparaît à la suite de ses travaux la pyramide de Maslow. Cependant, je vous invite à vous renseigner quand même, à vous intéresser à la théorie et à l'étude qu'avait fait Darwin sur les émotions. Oui, parce qu'on parle de Darwin dans le cadre de sa théorie sur l'évolution, mais jamais sur sa théorie qu'il avait créée sur les émotions. Alors, la pyramide de Maslow se constitue de besoins fondamentaux. Alors, les besoins fondamentaux, dans les premiers, vous avez des besoins d'ordre physiologique qui sont la faim, la soif, la reproduction, la respiration, le sommeil et l'élimination de certaines choses. Ensuite, nous avons les besoins de sécurité. Donc, il faut vivre dans un environnement stable et prévisible, sans anxiété ni problème. Alors, on aura la sécurité du corps, la sécurité de l'emploi, etc. La santé, bien entendu. Ensuite arrivent les besoins d'appartenance, les besoins d'amour, besoins d'affection des autres, la famille, les amis, appartenir à un groupe philosophique, religieux ou autre. Ce sont les besoins d'appartenance et d'affection. D'ailleurs, vous faites, en adhérant à cette association, c'est la troisième marche de la pyramide de Maslow à laquelle vous apportez satisfaction. Le besoin d'estime, ensuite, en quatrième niveau, donc la confiance et le respect de soi, mais aussi le respect des autres par rapport à soi, la reconnaissance et l'appréciation des autres. Et vient enfin le besoin d'accomplissement de soi à travers la philosophie, les religions, les croyances et une forme de vision du monde en général. Alors il faut savoir que les besoins fondamentaux sont en règle générale satisfaits dans l'ordre du bas vers le haut. En premier lieu, on va tendre à satisfaire les besoins physiologiques et on va aller vers les besoins d'accomplissement de soi. Si un de ces besoins n'est pas réalisé ou est bafoué par une situation quelconque, alors peut apparaître une frustration, un stress, qui pousse l'individu à s'adapter afin de surmonter les obstacles pour accomplir ce besoin fondamental. C'est la mise en œuvre instinctive d'une stratégie d'adaptation. Lorsqu'un de ces besoins n'est pas satisfait sur le long terme, l'individu passe d'une manière quasi-automatique en mode victimisation ou accusation. C'est ainsi que peut s'installer une émotion permanente alimentée par des ruminations et une imagerie mentale débordante et bien entendu nuisible. C'est l'inflation de l'imagination. À ce stade, une obsession peut s'installer durablement, devenir phobique, etc. Souvent, très souvent, au début, c'est une émotion de peur qui apparaît pour monter crescendo en puissance et passer soit à la colère ou se manifester par une autre émotion. La mésestime de soi, par exemple. Alors, exemple, une personne qui cherche un emploi pour subsister et faire vivre sa famille, malgré tous ses efforts, si elle ne trouve pas de quoi satisfaire ce besoin fondamental, de base, le besoin de nourriture pour elle et pour sa famille, c'est la survie.
Donc va commencer à apparaître une émotion de peur. Peur de ne pas pouvoir subsister aux besoins. Et va aussitôt derrière arriver, donc, parce que le besoin de nourriture, c'est aussi le besoin de sécurité. Hébergement, maladie, accident, etc. Vous avez cette peur qui va commencer à monter crescendo. Et en troisième, vous avez le besoin d'être connu. Qualification professionnelle, qualité humaine, etc. Et là, on monte encore crescendo, c'est aussi de la peur. Plus les demandes seront rejetées, plus la puissance émotionnelle s'accentuera pour finalement passer de la peur à la colère et peut-être à la violence dévastatrice ou à la dévalorisation de sa propre personne, parce que mise en échec en permanence. La base de cette situation, à l'origine, est la peur. Les phénomènes ne tardent pas à apparaître. Les attitudes changent. Les troubles du comportement peuvent survenir. Physiquement, peuvent émerger des problèmes musculo-squelettiques, des ennuis de peau, et ainsi de suite. Cela peut aller jusqu'aux maladies graves, voire maladies auto-immunes, sans parler des atteintes psychologiques qu'il faut évidemment prendre au sérieux. Alors, à présent, vous savez que la source de certaines maladies peut être due aux émotions. Toutes ne sont pas dues aux émotions, bien sûr. Savoir reconnaître les symptômes émotionnels ainsi que les centres physiques dans lesquels se manifestent les émotions via le système nerveux autonome, le SNA, c'est avoir le pouvoir non de maîtriser ou encore moins de neutraliser les émotions. Ce serait se priver. Ce serait se priver d'un allié nécessaire et vital. Je disais donc, c'est avoir la possibilité d'utiliser ces manifestations comme des alarmes importantes qui nous guident vers la source de l'activation émotionnelle. Le facteur d'activation se trouve dans les besoins fondamentaux et dans la façon de les aborder, de les penser. Alors, je ne vais pas ici faire un cours sur l'adaptation physiologique au stress, faisant suite à un processus émotionnel. Voyons d'une manière simplifiée quelles sont les répercussions organiques. Je vais vous parler du symptôme général d'adaptation, le SGA. Le SGA regroupe des réponses neuronales, endocriniennes, métaboliques et comportementales. Le syndrome général d'adaptation peut être modulé par l'expérience, par l'apprentissage, par l'entraînement et par les facteurs psychologiques personnels. On va retrouver là-dedans les concepts, les croyances, la culture. Dans ce phénomène d'adaptation, tous ces phénomènes, concepts, croyances et culture sont très actifs dans le phénomène d'adaptation. L'organisme répond à cette excitation par un ensemble de réflexes, physiologiques, plus ou moins spécifiques. Toute pensée active systématiquement un ensemble de réactions physiologiques. C'est une réaction naturelle, nommée fonction psychomotrice ou idéomotrice. Il est impossible de penser sans générer une réaction en chaîne via le système nerveux autonome, le SNA. Le schéma que vous voyez à l'écran vous renseigne sur quelques fonctions qui se trouvent sous influence du SNA. Des réactions conséquentes aux premières se produisent aussi sur le système des glandes endocrines, comme vous pouvez le voir sur le schéma. En conséquence de quoi, toute pensée génère un stress. Un stress, c'est une stimulation particulière à caractère menaçant ou bénéfique selon les cas pour l'organisme. Le stress n'est pas une maladie. Cependant, un stress soutenu dans le temps par un environnement agressif ou par des pensées toxiques est susceptible d'être facteur d'un mal-être, voire d'une maladie. Le stress survient chez un individu lorsqu'un déséquilibre apparaît entre deux de ses perceptions, de sa focalisation. La première de ces perceptions, la personne peut avoir le sentiment relatif, c'est très relatif, c'est subjectif, à l'environnement perçu comme contraignant. Deuxième perception, le sentiment des ressources internes disponibles pour faire face à ces contraintes. Une personne qui pense avoir les ressources nécessaires pour faire face et s'adapter gagnera en expérience.
en expérience constructive, même si elle échoue dans sa tentative d'adaptation. Ça sera une expérience. Ça la fera évoluer, avancer. Un sujet qui pense être incapable de s'adapter, qui n'a pas les ressources ou les connaissances pour le faire, ne tentera rien et perdra confiance, intégrant sa réaction comme un échec définitif. L'évaluation des perceptions est psychologique et cognitive. Les effets du stress impactent le psychisme, le physique et se répercutent dans la vie sociale. Il faut savoir que le stress est variable. Différents sujets réagissent différemment à une même situation selon les croyances, la culture, le milieu et les expériences sociales. Un même sujet peut réagir différemment face à une même situation et à un autre moment de sa vie, par suite des expériences et de l'apprentissage. Il y a évolution des perceptions et des sentiments. Les perceptions, les croyances et la personnalité peuvent changer tout au long d'une vie. C'est ainsi qu'un sujet sera différent dans ses croyances et concepts à 40 ans par rapport à ses 15 ans. Alors à présent, voyons le lien qu'il y a avec l'énergétisme, ainsi que le magnétisme et ceux qui précèdent. Après l'exposé qui précède, vous avez les notions suivantes. Les pensées et les émotions génèrent psychologiquement et physiquement des réactions particulières compte tenu des fonctions psychomotrices ou idéomotrices. À présent, passons à la notion d'énergie. Nous savons tous ici que le corps physique est composé d'atomes et que ces atomes sont eux-mêmes composés d'une énergie vibratoire, ondulatoire, ce qui revient à dire que nous sommes faits uniquement d'énergie et d'espace vibrant. Si nous observons un corps dans le coma, nous pensons qu'il y a perte de conscience, avec conservation des fonctions végétatives. Ce qui fait la différence entre un corps actif et un corps dans le coma, c'est que la conscience qui utilise le corps, qui le fait fonctionner, pour diverses tâches, est absente. Cependant, nous constatons qu'il est pourvu en énergie puisque les fonctions vitales sont actives et maintiennent le corps en vie. Alors qu'un corps qui a perdu la vie se constate parce que la conscience est absente et que les fonctions vitales sont inactives. Pour comprendre cet état de fait, nous allons faire appel à d'anciennes notions. Dans la tradition hindoue, l'énergie vitale est désignée sous divers noms. Double éthérique, corps de vitalité, véhicule de vitalité, etc. Cette vitalité imprègne le corps physique atome pour atome. Ce corps de vitalité, ce corps éthérique imprègne le corps physique atome pour atome. Là, nous faisons référence à des textes anciens hindous. Elle est à l'origine de la cohésion des cellules constituant les organismes. Ce corps de vitalité est le pourvoyeur des informations ondulatoires qui sont à l'origine des diverses vibrations constitutives des multiples organes et systèmes dans un organisme. Exemple, pour qu'il y ait une différence entre deux organes, il est nécessaire que les cellules vibrent sur différentes fréquences. Si ça n'était pas le cas, il n'y aurait qu'une masse informe de la même matière. Une autre fonction du double éthérique est de communiquer au système nerveux l'énergie nécessaire à son bon fonctionnement et aussi de transmettre à l'ADN de nos cellules, les codes informatifs nécessaires à leur fonctionnement. Ce double éthérique est lui-même l'émanation d'une énergie portant plusieurs noms, corps astral, corps d'émotion, corps de désir, etc. Cette partie de l'énergie, énergie astrale, vibre au diapason des émotions. La communication entre la partie astrale et éthérique est constante et ininterrompue. Donc, un corps physique animé par une énergie vitale, prête à recevoir une conscience, ou âme, ou esprit, selon les croyances. Voici, en résumé, ce que la tradition hindoue nous délivre en termes de connaissances dans ce domaine. Alors pourquoi s'arrêter sur cette tradition et pas une autre? Parce que la plupart des praticiens dans le milieu de l'énergétisme fait appel à des notions empruntées à cette tradition
sans en avoir une réelle connaissance, se bornant simplement aux quelques informations glanées de ci, de là, et sans en vérifier l'authenticité. Alors, il faut rajouter que, constatant la soif d'information sur les soi-disant mystères sur ce sujet, les hindous se sont laissés aller au mercantilisme et au commerce, la demande faisant le larron. C'est ainsi qu'un ensemble de croyances stupides, colportées parfois même dans des formations, pollue de manière toxique ce milieu. Alors revenons à la partie astrale. La partie astrale manifeste les états émotionnels, selon la tradition hindoue. Manifeste les états émotionnels de chaque individu. Les énergies des différents corps astraux qui entrent en contact se comportent comme des ondulations de deux mouvements dans l'eau lorsque nous jetons deux pierres dans un étang. Les ondulations se croisent et poursuivent leur chemin sans interférer entre elles. Dans le cas des êtres vivants, il peut y avoir interférence si les vibrations, si les ondulations sont de même fréquence, sur la même longueur d'onde, dit-on, au diapason. Prenons un exemple. Une personne prend le métro pour aller travailler. Après avoir effectué un stage durant le week-end dans lequel on lui a parlé de la croyance qu'elle risque d'attraper les maladies énergétiques de personnes qui l'approchent. Alors nous avons les poulpes cosmiques, nous avons les sangsues énergétiques, nous avons les entités aspireuses d'énergie, nous avons aussi les papillons énergétiques, enfin toutes ces idioties. Et donc on lui a appris que tout cela pouvait lui pomper son énergie ou lui transférer des maladies. Automatiquement, dès qu'elle arrive dans le métro, ses pensées activent le syndrome général d'adaptation, avec tout ce que cela implique. Peur, sueur froide, tremblement, plexus solaire noué, estomac qui est prêt à rendre le petit déjeuner, etc. Alors allez dire à cette personne que ce sont ses croyances qui génèrent cet état pathologique. Vous allez vous faire envoyer paître. Son cerveau limbique, appelé aussi cerveau émotionnel, est à l'œuvre pour la mettre en mode protection par l'activation des peurs. C'est le mode alarme pour adaptation. Cependant, ses croyances l'empêchent de réagir avec raison. La même personne, 6 mois plus tard, s'apprête dans la joie et la bonne humeur à prendre le métro. La veille au soir, elle a eu le coup de foudre pour d'autres personnes et elle ne pense qu'au bonheur qu'elle va vivre durant cette merveilleuse journée. Sur le quai du métro, elle est impatiente. Elle ne voit pas la personne très mal en point, toute proche d'elle. Elle ne remarque pas les mines assombries des autres passagers. Pour elle, la vie est belle. Et les autres sont forcément heureux. Elle rayonne de la joie. Seule la focalisation entre les deux situations est différente. Cependant, les réactions psychologiques et physiologiques sont diamétralement opposées. Ce qui fait la différence sur le plan énergétique, c'est le changement des fréquences vibratoires. Les fréquences vibratoires basses, générées par les conditions toxiques, se traduisent par de la fatigue. Ainsi, les pathologies mentales ou physiques trouvent un terrain propice pour se manifester. En revanche, des fréquences vibratoires, harmonieuses et équilibrées, en fonction des besoins fondamentaux de la personne, installent un terrain résistant et un tempérament joyeux. Alors voyons maintenant ce qui se passe dans la partie astrale. La personne diffuse dans sa partie astrale des vibrations constructives. Ces vibrations s'allient chez les personnes qui se trouvent à proximité et qui sont au diapason avec cette ondulation. Les mêmes sentiments et par voie de conséquence, les mêmes réactions émotionnelles et physiologiques, donc comportementales, sont éveillées. À présent, vous savez comment générer des réactions énergétiques constructives. Pensée constructive pour activer votre système général d'adaptation et diffuser d'une manière naturelle du charisme et un puissant magnétisme qui contribue à l'accomplissement d'une chose, le bonheur. Contribuer à votre bonheur,
C'est participer au bonheur des autres sans chercher à imposer ou à changer les croyances d'autrui. Si vous appliquez cette simple méthode, ceci aura pour incidence de propager des ondes constructives dans votre entourage et donc d'avoir un effet bénéfique et toujours pertinent. Diffusant, sans même y porter attention, du charisme et un puissant magnétisme. Vous contribuez ainsi à l'établissement de situations positives. Chez les personnes, bien sûr, qui vous approchent. Cette vibrance que vous générez se propage et a une incidence psychologique, physiologique, sur ce qui vous approche. Et pour qu'une pensée soit efficace et constructive, elle doit soulever une forte émotion. Pensée et émotion seront ainsi liés et porteront en eux les fruits d'un état d'être et d'une réalisation. Alors, en résumé, diffuser sans imposer, les croyances des uns peuvent être néfastes pour d'autres. Dans la relation patient-praticien, le praticien devrait avoir à l'esprit ce qui fait vibrer par sa propre personne chez son client. Le verbe peut aider à construire ou à détruire. Donc on va éviter toute induction à connotation déstructurante. Toute notion à caractère délétère, apeurante, effrayante, maladive, exprimée par le praticien, démontre une méconnaissance de ce dernier quant aux lois de l'énergie et de la propagation des ondes, des pensées, et par conséquent des malfaisances psychologiques et physiques qu'il met en mouvement chez son client sous prétexte de le soigner ou de l'aider. À noter que ces attitudes néfastes, pratiquées couramment, d'une façon consciente ou non, se transforment en une habitude et donc en un conditionnement et finissent toujours à plus ou moins long terme par être facteurs déstabilisants pour le praticien lui-même. Voilà, j'en ai fini avec une partie de cette conférence parce que on m'a demandé de la faire en 30 minutes. Monsieur le Président, je suis à présent disponible pour les questions.